Mes amis, pour les fêtes de la fin d'année 2024, j'ai reçu ça comme cadeau. Savez-vous ce que c'est? C'est Ledger Nano X, le hardware wallet pour stocker les cryptos. Vu que maintenant j'ai cette petite jouet, je suis presque obligé de commencer à investir dans les cryptos. Si vous me connaissez et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mes relations avec les crypto-monnaies sont très difficiles. C'est le moins que je puisse dire. Mais avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, voyez ma t-shirt, America First, USA, ce sujet devient incontournable. Le nouveau ancien président des États-Unis a déclaré clairement que les 4 ans à venir, ça sera le golden age des crypto-monnaies et beaucoup d'investisseurs, surtout les spéculateurs, reviennent sur ce classe d'actifs. Cette vidéo sera intégralement intégrée aux crypto-monnaies. Nous allons analyser les coins les plus importants comme Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, mais pas que. Quelles sont ses perspectives pour l'année 2025? Et je vais partager avec vous mon avis général par rapport à ce classe d'actifs. Avant de commencer cette vidéo, mes amis, n'oubliez pas de cliquer en like, s'il vous plaît, c'est très important pour faire développer la chaîne MinderCash. J'espère que vous aimez cette vidéo. Pour vous, ça coûte rien de cliquer en like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire en mettant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et je vous rappelle également que MinderCash, ce n'est pas uniquement la chaîne YouTube, mais aussi Telegram, où je publie beaucoup plus d'informations tous les jours. Allez, c'est parti. Alors mes amis, pourquoi aujourd'hui nous parlons des cryptos? La chaîne MinderCash principalement consacrée aux actions, aux indices, les ETF, l'économie macro, l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Mais les cryptos aujourd'hui reviennent encore à la une des médias financiers parce que Donald Trump et Elon Musk et tous ses amis ont déclaré clairement que ça sera l'ère des cryptos pendant les 4 ans à venir où Donald Trump va occuper la Maison Blanche, si tout se passe bien pour lui. Comme d'habitude, on n'en sait rien du tout, aucun détail, comment les cryptos vont s'intégrer dans l'économie actuelle, quels sont les projets autour de crypto qui vont lancer, peut-être il n'y en aura aucun, mais le principal est le suivant, que les cryptos, c'est avant tout les émotions. Certains disent que c'est du vent, que ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel, tous ces sujets-là, vous avez sans doute entendu parler, des personnes qui critiquent les crypto-monnaies, je ne veux pas les reprendre aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est comment gagner de l'argent, on est d'accord, hein. Mettez en like si pour vous c'est comme ça, et en dislike si vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. Et même si les actifs ne sont pas parfaits, on peut toujours gagner de l'argent dedans parce que il y a quoi? Il y a la psychologie boursière, les émotions. Ce sont les mêmes traders, les mêmes spéculateurs, les mêmes automates qui sont derrière et nous pouvons appliquer tout à fait les mêmes approches que nous appliquons sur des actions. J'aimerais bien quand même, dès le début, d'un petit peu vous donner du contexte. C'est que nous parlons aujourd'hui d'un actif extrêmement risqué et extrêmement volatile où effectivement il n'y a rien derrière. Seule décision de la Fed, de la BCE, de n'importe quel régulateur qui veut enterrer cette industrie, ils peuvent le faire. Il suffit juste d'interdire la conversion de crypto dans le fiat et c'est fini. Ne pensez pas qu'on parle de quelque chose de très tangible, de très long terme, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a un certain projet qui tourne autour des crypto-monnaies, mais ça n'a guère révolutionné le monde. Ce n'est pas du tout comme l'AI, ce n'est pas du tout comme l'Internet au début des années 2000. Non, les crypto-monnaies existent, ils ont occupé une certaine niche, mais aujourd'hui, ce n'est pas un game changer de point de vue notre quotidien. C'est ça que je veux toujours mettre en avant, que nous sommes face à un phénomène très spéculatif dont l'utilisation réelle dans le monde réel n'est pas certaine. Ce n'est pas le cas pour toutes les crypto-monnaies. Je sais qu'il y a certains qui vont me critiquer pour ces affirmations, mais je vais quand même les répéter à nouveau et à nouveau, que même s'il y a de belles idées derrière, pour l'instant, on voit très peu du concret. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas gagner de l'argent dans ce segment du marché. Et bien évidemment, je vous rappelle que je ne donne pas des conseils d'investissement. Cela concerne les actions, mais surtout ça concerne les crypto-monnaies. Et cette vidéo n'est pas une incitation d'aller investir en général sur ce marché des cryptos, même si moi-même je veux le faire parce que j'ai eu ce cadeau, il faut le remplir. Et vu que MinderCash c'est une chaîne sérieuse, je vous rappelle toujours le principal. Pour réussir dans l'investissement ou dans le trading, il faut toujours respecter les règles de la gestion de risque. La première règle de gestion de risque, c'est l'allocation d'actifs. Tous vos investissements dans les crypto-monnaies, même si vous êtes très ambitieux, si vous avez une très forte aversion au risque, ne doit jamais dépasser 2-3% de votre patrimoine total. Si vous êtes convaincu, si vous êtes professionnel des crypto-monnaies, si vous y voyez un avenir brillant, c'est votre choix. Mais moi, dans la situation actuelle, au début de l'année 2025, ce que je connais par rapport aux crypto-monnaies ne me permet pas d'allouer plus de 2-3%. Pour moi-même, je vais allouer même moins. Oui, je vais allouer même moins de 2% pour tout le portefeuille des crypto-monnaies.
Et ce n'est pas parce que je veux m'échapper au risque, mais c'est tout simplement parce que ce sont des actifs qui sont impossibles à valoriser. Contrairement aux actions, contrairement à l'immobilier, contrairement à l'or, je compare d'ailleurs très souvent l'or et le Bitcoin dans mes vidéos, mais pour une autre raison, vous pouvez plus ou moins calculer une valeur intrinsèque, une valeur fondamentale, et vous pouvez effectuer le travail d'analyse fondamentale. Comme je vous rappelle toujours que 3 piliers d'investissement, c'est l'analyse macro, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Pour les crypto-monnaies, vous pouvez faire globalement que l'analyse technique parce que la valeur fondamentale est nulle. Par cela, je ne suis pas en train de dire que les crypto-monnaies ne servent à rien, je suis en train de dire que les crypto-monnaies sont quasiment impossibles à valoriser. Allez, maintenant nous passons à seul type d'analyse que nous pouvons faire par rapport aux crypto-monnaies, c'est l'analyse technique. Si vous voulez commencer en bourse et commencer sérieusement, une des premières questions, c'est le choix d'un courtier. Interactive Brokers, c'est un des meilleurs courtiers qui est coté en bourse et représente une entreprise avec un bilan un des plus solides au monde. La solidité du courtier, c'est la sécurité de votre investissement. Interactive Brokers, c'est le partenaire du projet Minder Cash et le courtier que moi j'utilise pour tous mes investissements en bourse pour des multiples raisons. Notamment, ce courtier propose l'accès aux marchés mondiaux aux frais très attractifs et avec une qualité d'exécution irréprochable. Les outils professionnels très sophistiqués qui peuvent vous remplacer d'autres abonnements d'analyse boursière, quelle que soit votre approche technique ou fondamentale. Par ailleurs, Interactive Brokers propose un des meilleurs taux de placement du cash non investi sur leur compte de trésorerie, dont vous pouvez profiter avant de saisir les opportunités. Pour en savoir plus, tous les détails sont à la description à cette vidéo et à bientôt chez Interactive Brokers. Et on continue. Il faut commencer par Bitcoin, évidemment. En 2009, il est apparu. Et son ambition, c'était de devenir un moyen de paiement, remplacer la monnaie fiat. Certains disaient, voilà, maintenant on n'aura plus besoin des banques centrales, on va payer tout en Bitcoin. Effectivement, aujourd'hui, il y a eu un certain succès. Pour certains biens et services, nous pouvons effectivement payer avec des bitcoins. Il y a la plateforme Binance qui a émis les cartes bancaires avec lesquelles vous pouvez payer dans le magasin. Mais après bientôt 15 ans d'existence, je pense que quand même le projet devrait apporter des preuves de sa résilience. Aujourd'hui, on peut constater, je pense que tout le monde sera d'accord, même les plus convaincus des cryptos, que Bitcoin ne fait pas partie de notre quotidien en termes de paiement et en termes des échanges financiers en général. Je ne dirais pas nécessairement que c'est un échec, mais clairement, l'objectif fondamental de ce projet n'a pas été atteint. En période de 15 ans, quand même. Regardez ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle sur une seule année 2024. On est passé d'un monde vers un autre sur une seule année. Ici, sur 15 ans, on a quelques projets, on a quelques paiements en Bitcoin. Moi, j'ai jamais payé en Bitcoin. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà payé en Bitcoin. Mais ça ne s'est clairement pas généralisé. La deuxième crypto par capitalisation boursière, c'est Ethereum. Cette crypto était une de mes préférées, peut-être même ma préférée, parce que effectivement, les projets des smart contracts, comme ils l'appellent, étaient très très prometteurs. Parce qu'effectivement, on peut parler des cryptos, mais on peut aussi parler de blockchain. Autant je ne suis pas convaincu par les cryptos, autant je suis convaincu par le blockchain. Blockchain, c'est vraiment une technologie géniale qui a beaucoup d'avenir devant elle, même si elle existe également depuis de nombreuses années. On voit beaucoup de projets basés sur le blockchain, sans nécessairement parler des crypto-monnaies. Et le challenge de Ethereum était justement de standardiser le développement d'applications au sein des blockchains. Imaginez le monde où toutes ces transactions, par exemple, elles passent par un gros blockchain. Quand vous achetez une maison, vous n'avez pas besoin de notaire, des comptables, parce que tout le monde sait ce que vous faites. Grosso modo, il y a un espèce d'un référentiel décentralisé que tous les participants de ce blockchain peuvent valider ou pas une telle ou telle transaction. Bref, c'était un petit peu rêveur, c'était peut-être un petit peu trop tôt pour l'époque dans laquelle on vit, mais je pense que Ethereum toujours a des perspectives. En tout cas, les systèmes basés sur l'infrastructure d'Ethereum ou des infrastructures similaires, je pense avant tout à Solana, peuvent avoir vraiment de l'avenir devant elles. Et nous pouvons effectivement un jour vivre dans le monde où tout sera décentralisé et la plupart des systèmes sont basés sur ce principe du blockchain. Ensuite, la troisième crypto par capitalisation, on va en parler pas mal dans cette vidéo, ce XRP, le XRipple. Ici, ce projet est très étonnant parce que j'aimais bien l'idée au début, mais il y a une petite contradiction. Je vais vous expliquer pourquoi. L'avantage de blockchain, justement, c'est que on est dans un monde décentralisé. C'est tout se fait en peer-to-peer, si vous voulez. XRP, c'est un système centralisé.
Donc, on crée un blockchain qui a une nature décentralisée, mais il est centralisé quand même au sein d'une seule infrastructure. C'est quoi l'objectif de XRP? L'objectif de XRP, c'est de réduire les coûts et augmenter la efficacité des virements bancaires. Donc, c'était vraiment orienté à un secteur bien spécifique, les banques. Et cette technologie, avant tout, elle voulait challenger Swift. Swift, vous avez sans doute entendu parler si vous avez déjà fait les virements bancaires, notamment internationaux. Et où nous en sommes aujourd'hui pour Ripple? Eh bien, on est presque nulle part également. On utilise toujours Swift. Ça fait des années et des années que cette technologie existe. Mais le Swift existe toujours et il est largement dominant dans les virements bancaires. Il faut quand même admettre que certaines banques ont lancé des prototypes tests des virements avec XRP. Je connais qu'il y a certaines banques au Moyen-Orient et Crédit Agricole, je crois qu'ils ont effectué ce type de test. Il y a d'autres banques qui ont rejoint récemment, notamment certaines banques suisses. Récemment, UBS qui a rejoint également l'équipe Ripple. Quand je dis équipe Ripple, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent Ripple pour leur virement aujourd'hui, non. C'est juste qu'ils essayent de les utiliser. C'est vraiment quelques banques dans le monde qui ont été convaincus par cette technologie, ils font quelques essais. Ensuite, il y a certaines rumeurs que les banques des pays émergents, notamment la Russie, qui veulent utiliser Ripple pour les transferts d'argent, mais ça, c'est plus lié aux sanctions et l'argent un petit peu légal. C'est un problème également pour toutes les crypto-monnaies. Vous avez peut-être remarqué quand il y a des grandes crises, notamment la crise grecque, ou un effondrement du système bancaire dans un pays un ou l'autre, Bitcoin, il s'envole, ça arrive très souvent, notamment pendant la crise grecque, ça arrivait. Je pense que quand le système économique de la Russie va s'effondrer à cause de la guerre, Bitcoin peut flamber jusqu'à 1 million de dollars parce qu'il y a des énormes capitaux qu'il faudra transférer quelque part et les cryptos, c'est un excellent moyen pour transférer ces capitaux à l'étranger. Si on oublie complètement le côté éthique, les cryptos est aussi une spéculation sur ce type d'argent sale qui essaie d'échapper à n'importe quel actif qui n'est pas régulé, pour lequel il n'y a pas justement d'une surveillance généralisée de la part soit de la FMI, soit des banques centrales, etc., etc. Ça concerne avant tout les pays comme la Russie, comme le Corée du Nord, puis là où il y a des capitaux, où il y a beaucoup de corruption, et ces argent corrompu, il faut les blanchir, et si on ne peut pas les blanchir, on peut les envoyer dans les cryptos, et voyager dans le monde avec cette petite clé, et essayer de les transformer en argent fiat quelque part à la première occasion. Ensuite, il y en a d'autres cryptos qu'on va regarder si on aura le temps. Notamment, j'aimerais bien parler à part des coins comme Dogecoin et Shiba Inu. D'ailleurs, l'agence dont Elon Musk préside actuellement s'appelle Doge. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Eh bien, Dogecoin et Shiba Inu, et d'ailleurs les coins de Trump dont on a entendu beaucoup parler il y a quelques jours, ce sont les meme coins, ce qu'on appelle. Donc, c'est plus des blagues en fait, qui correspondent à pratiquement rien du tout. Je crois que Dogecoin à la base c'était juste une image qui a été monétisé entre guillemets à travers les crypto-monnaies. C'était même pas le principe de NFT. Je suis pas expert honnêtement dans ce système, mais dans tous les cas, pourquoi j'en parle? Parce que ce type de actif entre guillemets quelque part décrédibilise les crypto-monnaies en général. Déjà, moi, à la base, je ne fais pas partie des plus convaincus, mais je reconnais que certains projets font du sens, notamment les projets qui tournent autour d'Ethereum, de Solana, pourquoi pas Bitcoin, même si je ne vois absolument pas de nécessité de voir ça. Autant les cryptos comme Dogecoin, comme Shiba Inu, les trucs de Trump, ça laisse les doutes s'installer dans l'opinion publique, vu que la plupart des personnes ne maîtrisent pas vraiment les crypto-monnaies, ils ont tendance de extrapoler ce raisonnement et dire que toutes les cryptos c'est comme ça. Donc ça, c'est pas vrai. Donc même moi, qui n'ai pas du tout convaincu, encore une fois, je dis que toutes les cryptos, ce n'est pas Trumpcoin ou Dogecoin. Allez, nous commençons à regarder l'analyse technique pour les principales crypto-monnaies. Je commence bien évidemment par le Bitcoin, le fameux Bitcoin dont tout le monde maintenant rêve d'avoir au moins un. Ça fait déjà presque un appartement. Vous savez, dans une petite ville, on peut acheter un appartement pour un prix de Bitcoin. Je vais à nouveau et encore utiliser les vagues et les hautes. Il faudra d'abord trouver le point bas. Donc la dernière correction, la plus récente, pour moi, cette correction s'est terminée en septembre 2024, quand le Bitcoin a atteint le niveau de 53 000 dollars à peu près. Donc c'est presque 2 fois moins qu'il coûte aujourd'hui. Vous auriez pu me dire que pourquoi je prends pas ce point, il y a 50 000. Bah parce que quand je suis sur les graphiques daily, ça fait tout simplement une ombre qui touche ce niveau-là.
on n'est pas resté très longtemps, donc du coup il y a une grosse probabilité d'erreur. Et si je commence à dessiner mes vagues Elliott à partir d'ici, je vois que ma deuxième vague de correction aurait terminé plus bas que le début de la vague 1. Et cela, on valide la première règle d'or des vagues Elliott. Suite à cela, nous allons démarrer la première vague à partir de niveau de 53 000 $. Et la question, où est-ce que cette vague s'arrête? Donc ici, il y a deux possibilités. Je vais vous d'abord présenter la première, où cette première vague était assez rallongée, donc on s'est racheté beaucoup le Bitcoin. Ensuite, il y a eu une correction dans la vague 2, c'est classique. Et ensuite, la vague 3, elle était hyper méga puissante. Dans cette hypothèse, la correction 4 de cette vague ultra puissante devait être aussi puissante, et elle était puissante dans une forme de zigzag. Et cette correction s'est arrêtée le 13 janvier à un niveau de 89 000 $. Dans cette hypothèse, mi-janvier 2025, la cinquième vague a commencé. On voit effectivement la confirmation de ce mouvement haussier et qui peut encore continuer jusqu'à je ne sais pas quand. Parce que la vague 5 peut être plus ou moins longue, c'est très difficile de l'anticiper, mais en tout cas, nous avons un potentiel de hausse non négligeable. Je peux davantage valider cette hypothèse par l'analyse de la vague 3, parce que la vague 3, c'est la seule vague de impulsion haussière générale qui est une impulsion. Impulsion, c'est quoi? En réalité, c'est un canal haussier, avec les lignes parallèles et des niveaux bas et niveaux hauts clairement définis. Ici, ce canal, il n'est pas top, en fait, c'est pas très joli comme canal, mais on peut considérer que cette règle est respectée, parce que si ce n'était pas respecté, je devrais remettre en cause tout ce modèle, parce que la vague 3 peut être que d'une impulsion, il ne peut pas être une diagonale. La deuxième hypothèse, qui est un petit peu plus pessimiste, serait la suivante, que la vague 1, elle était très courte. Par contre, de point de vue émotionnel, ça me paraît assez pertinent, parce que en septembre 2024, on n'était pas encore aussi certain de l'avenir de Bitcoin avec Donald Trump. Il s'est fait corriger de manière assez marquée pour atteindre les moyennes mobiles. Ici, ce que j'aime bien, que ça s'atterrisse à chaque fois sur les bonnes moyennes mobiles, c'est quand même un signal de confirmation supplémentaire. Et où la vague 3 serait très courte, qui s'est fait corriger par la suite par la vague 4, pour ensuite entamer une longue vague 5. Mais ça, mes amis, c'est impossible parce qu'il y a une autre règle d'or dans l'analyse technique, c'est que la vague 3 ne peut pas être la plus courte parmi la 1, 3 et 5. Ça, je vous ai déjà montré la semaine dernière dans la vidéo de Café de Dimanche. Et ici, cette règle ne me semble pas d'être respectée. Du coup, ce modèle, on peut oublier. Finalement, quelle est la conclusion pour le Bitcoin? Ça veut dire que le premier modèle a plus de chances d'être correct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bitcoin, il a toujours beaucoup de potentiel de hausse. Vous voyez? Je suis long sur le Bitcoin actuellement. Ensuite, l'Ethereum, mes amis. L'Ethereum, c'est une autre histoire. Nous allons regarder le même frame aussi qui commence en deuxième partie 2024. Cette fois, on tombe pile poil sur les élections de Donald Trump parce que c'était le trigger de hausse pour Ethereum. Et c'est à ce moment-là qu'il a entamé sa première vague. Ici, le modèle il est beaucoup plus simple à dessiner parce que on était dans un flat quasiment entre août 2024 et novembre 2024. En gros, on évoluait dans un certain canal. On peut trouver effectivement plus ou moins le même modèle sur des frames plus longs, mais je ne veux pas parler de très long terme. Encore une fois, parce que généralement, on n'investit pas dans les crypto-monnaies à très long terme. En tout cas, moi, je ne le fais pas et je ne pense pas que vous le faites aussi. Donc, on a des bonnes raisons de croire que la première vague, elle démarre justement au moment de réélection de Donald Trump. Il monte très fort et on arrive à ce niveau de 3400 et quelques dollars qui s'est fait corriger par la suite. Les oursons ne sont pas puissants, attention, vous voyez, que c'est une correction presque flat. Donc on a descendu, mais après on est resté dans un canal assez étroit pour tout de suite entamer une nouvelle vague 3. Cette vague 3 culmine juste au-dessus de 4000 $. Et ensuite, c'est une grande question. Soit nous avons vu une vague 5 qui est très raccourcie, ce qui arrive vraiment rarement, soit on peut dire que il s'agit peut-être actuellement d'une correction très longue et très flat. Ça peut arriver, effectivement, ça arrive pas souvent, mais pour moi, ce n'est pas très satisfaisant comme explication et j'aimerais bien que le modèle Elliott soit joli. Vous savez, c'est rigolo, mais c'est vrai quand le schéma colle parfaitement à la théorie, ce n'est pas une garantie que vous allez gagner, mais si vous allez trader ces configurations sur plusieurs trades, vous allez faire de l'argent avec une très bonne probabilité. C'est comme ça qu'on construit les systèmes de trading. Et c'est là-dessus que justement je mise dans ma formation.
c'est que l'analyse technique, ce n'est pas pour trouver une formule magique, mais c'est de trouver un système qui donne des bonnes probabilités. C'est ça qui est le plus important. Eh bien, ici, je ne serais pas aussi persuadé qu'il s'agit d'une vague 4 qui est en train de se développer. Pour moi, c'est trop long. Pour moi, la vague 4 s'est développée ici. En plus, elle s'est arrêtée sur la moyenne mobile de 20 jours. Et a ensuite entamé tout de suite la vague 5, mais quelque chose n'a pas suffi pour que cette vague 5 se développe plus loin. Ça arrive de voir les vagues 5 raccourcies. Ce n'est pas la configuration la plus classique, mais dans ce cas-là concret, ça me paraît beaucoup plus pertinent que essayer de considérer ce mouvement baissier récent comme une correction 4, parce que ça me paraît vraiment très long déjà comme correction. On voit que Ethereum elle est très très en retard par rapport à Bitcoin. Il y a une corrélation entre les deux. C'est pour ça que j'aime bien regarder les deux actifs ensemble, même si les projets sont très différents, il existe quand même une corrélation entre Bitcoin et Ethereum. Pourtant, nous regardons le modèle correctionnel, et là, par contre, c'est assez joli parce que dans une modèle de correction ABC, et logiquement, on devrait s'arrêter là. Et ça serait vraiment top pour repartir pour une nouvelle vague 1 et ensuite dessiner le modèle en 5 vagues et les hautes pour une hausse plus puissante. Mon résumé est le suivant, que je suis plutôt neutre actuellement sur Ethereum. Neutre parce que cette correction s'est déjà pas mal développée. On est très proche au niveau cible, donc là le niveau actuel c'est 3200 $. Et pour moi, vraiment, le niveau de la fin de la correction qui correspond à la moyenne mobile de 100 jours et en plus un niveau symbolique de 3000 doit être atteint tôt ou tard. Pour cette raison, je suis un peu moins convaincu de Ethereum que de Bitcoin. Je ne dis pas que je suis parfaitement convaincu de Bitcoin, mais en tout cas, je préfère Bitcoin à Ethereum aujourd'hui. Voilà, maintenant je regarde la XRP, c'est celle à quoi je croyais au début des crypto-monnaies dans les années 2018. Quand on regarde le graphique long terme, on pourrait dire que c'est un échec. Franchement, parce que c'est la seule crypto qui n'a pas bénéficié pratiquement de quand hype des crypto-monnaies, sauf quelques moments très particuliers. Le tout début des crypto-monnaies, c'était quand c'était en 2018, quand tout était au plus haut. Effectivement, Ripple, il a atteint également son sommet qui n'a pas pu retester pendant des longues années par la suite. Ensuite, il y a eu une deuxième tentative en 2021, et après on est retombé encore dans la cave pour y rester plus que 2 ans. En fait, on est resté dans un flat total, tandis que toutes les autres crypto-monnaies, c'est quand même en train haussier à long terme. Ce n'est pas du tout le cas pour Ripple, mais actuellement la situation est en train de changer. Pourquoi elle est en train de changer? Parce que Ripple, effectivement, c'est une crypto assez particulière. Elle est été endommagée en quelque sorte par plusieurs procès juridiques. Non, le plus connu, c'est celui avec la SEC, car la SEC reprochait à Ripple Labs, ça c'est la société qui possède justement de cette infrastructure de XRP, de vendre les actifs financiers. Donc elle a considéré implicitement les crypto-actifs en XRP comme des securities, comme des titres financiers. Et il y a eu vraiment des bagarres juridiques entre Ripple et la SEC. Finalement, ça s'est settlé de manière assez positive pour Ripple et ça s'est passé récemment. Après cela, nous avons vu les grosses tentatives de hausse sur Ripple. En juillet 2024, j'ai enregistré une vidéo où je fais justement l'analyse technique de Ripple. C'était à peu près là. Donc, je ne sais plus si c'était juin ou juillet, mais il y avait une vidéo où il y a sur le titre où il y a les Ripple, justement, vous pouvez la retrouver parmi des vidéos récentes. Quelque part là, je disais que je vois le signal haussier. Et pour moi, c'est exactement à ce moment-là que le signal haussier est apparu. On voyait systématiquement les tentatives de casser justement ce niveau à l'époque de 0,60 cents sur Apple. Et on voyait que les bulles, les acheteurs, étaient de plus en plus forts. Et j'ai raté le premier bull run, mais ensuite je l'ai quand même renforcé, heureusement, autour de en 30, je l'ai fait au sein de mon club Minder Cash Patrimoine, donc si ça vous intéresse, toutes les détails sont dans la description. Et j'ai quand même profité du reste du mouvement. Ce qui est intéressant par rapport au Ripple, c'est que contrairement aux autres cryptos, c'est la seule qui n'a pas vraiment eu du hype comme Bitcoin, comme Ethereum, etc. On peut dire de manière très grotesque et très simpliste que le potentiel il est présent tout simplement pour cette raison-là. Mais on peut, avec minimum d'optimisme, imaginer que actuellement on a atteint que le niveau que nous avons déjà vu quand même en juin 2018. Donc ça sera en support pendant un certain temps, mais si ce support il est franchi,
dans ce cas-là, elle va rejoindre le club des grandes cryptos et peut-être challenger ses voisins de Ethereum et de Bitcoin. J'ai un petit peu du mal à croire à ce scénario. Pourquoi? Parce que XRP, c'est quand même un marché extrêmement restreint pour une industrie très restreinte. Mais s'il y aura de plus en plus de rumeurs que les cryptos sont adoptés par les différentes banques, et si jamais même les banques des pays émergents vont commencer à l'utiliser parce que leur devise soit n'est pas suffisamment fiable, soit s'il y a trop d'inflation, ils vont préférer les crypto-monnaies type Ripple pour les transferts d'argent. Ça peut effectivement donner du fuel supplémentaire pour que cette crypto continue à monter au-delà de son niveau historique qui est presque atteint déjà actuellement. Dans mon club Minder Cash Patrimoine, je vais évidemment présenter mon portefeuille crypto avec lequel je vais remplir cette clé. Ça sera pas les cryptos les plus classiques. Honnêtement, ça sera pas que le Bitcoin, Ethereum, XRP. XRP, il y en aura. Ça, je veux pas le cacher parce que j'en ai déjà, je l'ai renforcé, mais je vais encore renforcer. Mais j'en ai d'autres que j'ai identifiés et je vais faire une vidéo pour mes abonnés pour présenter mon futur portefeuille de crypto. Mais dans tous les cas, je trouve qu'effectivement, une des cryptos les plus prometteuses actuellement, ce XRP, malgré la hausse. L'idée que je veux vous faire passer, c'est que cette hausse est à relativiser par rapport à la performance presque catastrophique depuis de nombreuses années d'existence de Ripple par rapport aux autres cryptos concurrentes. Ensuite, une des cryptos qui mérite l'attention, c'est Solana. Ça, c'est clairement un succès. C'est pas Ripple. Là, on le voit tout de suite. Et ici, nous pouvons dessiner le modèle Helio presque parfait, hein, j'ai envie de dire. Là, si je démarre ma vague à partir d'ici, par exemple, ensuite on a une correction dans la vague 2 qui s'atterrit sur la moyenne mobile de 50 jours. Ensuite, la vague 3 qui est très très puissante, qui coïncide encore, comme par hasard, avec la réélection de Donald Trump. Ensuite, cette vague se corrige en flat parce que tout le monde est convaincu que Solana c'est bien, apparemment. Qui se corrige et ensuite la vague 5, elle est là. Et donc, on a eu un modèle Elliott qui est quand même, qui n'est pas très bien aligné, mais qui correspond plus ou moins aux règles principales. Par exemple, la ligne 0, j'aurais pu commencer à partir d'ici aussi. Ici, ça ne change pas grand-chose, selon moi. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes expert d'Elliott et vous avez des commentaires. Mais pour moi, ça ne change pas grand-chose. Donc, la vague 1 s'est fait corriger assez rapidement. Ensuite, la vague 3, elle était puissante. Et en plus, c'était clairement une impulsion. On voit le canal, et cela veut dire que c'est une impulsion. La correction, elle était flat parce que la correction 2, elle était sharp, elle était puissante. Ça arrive aussi classique selon le modèle Elliott. Et la vague 5, il s'est arrêté là où il devait s'arrêter. Maintenant, nous avons déjà vu la correction. Je la dessinerai peut-être comme ça, car ça correspond effectivement aux moyennes mobiles, même si je m'attendrais qu'il a un petit peu plus bas, mais bon, c'est vraiment hyper proche. Et à partir de ce niveau-là, on a entamé la première vague qui est en train de se corriger. Et là, par contre, on est face à un phénomène très prometteur parce que regardez, la conviction que Solana est bien, elle est toujours là. Donc les acheteurs sont très forts. Les oursons, les bears n'ont presque pas réussi de corriger les cours. Et maintenant, on a encore toute la vague 3 à faire. Ensuite, correction. Et ensuite, la vague 5 qui va s'arrêter on ne sait pas où. Donc effectivement, pour Solana, on peut observer un mouvement comme ça. Ça fait rêver, hein, je sais, mais ce n'est pas tout à fait impossible parce que là, maintenant, j'ai un peu l'impression que nous, au début de la première vague, qui est en train de juste tout simplement se corriger, on est encore tout à faire pour Solana. Voilà, mes amis. J'espère que ça a été intéressant. N'oubliez pas de mettre un like si vous aimez les cryptos. Je peux faire de temps en temps les vidéos, même si c'est pas le sujet principal de la chaîne Minder Cash. Partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse, à la finance et les crypto-monnaies. Et sinon, je vous donne rendez-vous sur Telegram toute la semaine pour les actualités boursières et pour nos chats sympathiques qu'on a tous les jours sur cette plateforme. Allez mes amis, passez un bon dimanche. À très bientôt. Bye bye, Mind Your Cash.